Monsieur Dier, c'est là. Monsieur Smet est là. Alors, pardon? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Ministre, vous auriez reçu il y a peu de Brussels Exclusive Label, qui est l'association qui regroupe les enseignes de luxe, notamment tout près d'ici, à hauteur du boulevard de Waterloo, entre autres. Et dans cette pétition, eh bien, il vous lancerait un appel par rapport à ce qu'ils vivent actuellement et souhaiterait vous faire part de propositions. Alors, on sait que le chaos qu'on vit actuellement en matière de mobilité a des répercussions pour l'ensemble des Bruxellois, mais particulièrement pour les commerçants. Et je crois qu'il est bon d'insister là-dessus parce que, Monsieur le Ministre, vous, moi, quand on est en retard des suites des embouteillages, ça ne pose aucun problème par rapport à nos salaires, ça change strictement rien. La réalité, c'est qu'on sait qu'il y a une série de commerces qui sont en train véritablement de souffrir, pour ne pas dire qu'ils sont en train de crever, parce qu'ils attendent ce qu'on appelle des clients. Ils vivent de ça, je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a aussi, à mon avis, trop tendance, lorsqu'on parle de mobilité, des problèmes de mobilité, à ne pas prendre cet aspect-là en compte, qui fait que, même lorsqu'il s'agit d'enseignes de luxe, eh bien, derrière cela, il y a toute une série d'emplois directs et indirects, il y a toute une série notamment de petits salaires, et à l'heure où nous parlons, certaines enseignes procèdent à des licenciements. Elles ne le font pas de gaieté de cœur, mais elles le font face à la situation extrêmement difficile que nous vivons en matière de mobilité. Force est de constater, puisqu'ils le disent eux-mêmes, que jusqu'à présent, votre collègue de l'emploi et de l'économie n'ont pas eu l'occasion de beaucoup l'entendre sur ce sujet, mais pour autant, dès lors que c'est vous qui prenez le dossier à bras-le-corps, fort bien. La réalité, c'est qu'il est important d'avoir une concertation avec eux, il est important de les écouter et de les entendre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais eux indiquent qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ne sont pas écoutés. Je crois donc qu'il est important qu'on prenne cela en compte, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent un seul instant que vous souhaitez que Bruxelles ne fonctionne pas. Je ne suis pas de ceux qui pensaient que vous n'aimez pas Bruxelles. Je suis certain que nous aimons toutes et tous Bruxelles dans cet hémicycle et que nous souhaitons que tous les commerces puissent prospérer, parce qu'à nouveau, il y va aussi de l'emploi dans notre région. On sait à quel point notre région a besoin d'emplois et je crois qu'on est obligé d'avoir une concertation, même si, bien entendu, il faut pouvoir faire la part entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, mais on ne rappellera jamais à quel point ces enseignes, qu'elles soient prestigieuses ou non, produisent des emplois, et des emplois parfois extrêmement modestes, et qu'à l'heure où nous parlons, toute une série de commerçants subissent de plein fouet les conséquences. Bien sûr, les propositions qui vous seront portées ne seront probablement pas toutes réalisables. Ils en ont fait une série dont certaines sont assez concrètes. Rappelons aussi que jusqu'à présent, la communication qu'a exercée Bruxelles Mobilité, notamment lors de l'annonce de la fermeture du tunnel Stéphanie, a été assez désastreuse par rapport au commerce, et ce d'emblée, puisque le fait de donner un message en disant « ne venez plus » est évidemment un message qui n'est que néfaste par rapport aux conséquences qu'il peut avoir sur le commerce. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content avec la question, puisque ça me permet de dire quelques éléments. D'abord, je comprends que la situation pour le commerçant n'est pas facile. Mais la question s'impose, pourquoi? Je n'appartiens pas à ceux qui veulent dire maintenant que la problématique du tunnel Stéphanie, c'est la raison pour laquelle ça va difficile. Non. Il y a une crise économique. Il y a une communication désastreuse autour du lockdown de Bruxelles. Ce n'est pas facile de faire des commerces quand tu dois faire le commerce entre des militaires avec mitraillettes. Il y a évidemment le problème de Stéphanie, je ne vais pas nier ça, mais faire croire aujourd'hui que les problèmes sont exclusivement liés au tunnel Stéphanie, je ne crois pas ça. Je suis désolé. Je ne vais pas minimiser. Je comprends bien que ça a un impact important.
Et on m'a signalé, j'ai les chiffres ici de Atrium. Ce n'est pas des chiffres de Bruxelles Mobilité. Et tout le monde reconnaît Atrium. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont regardé comment les clients du quartier Louise vont au quartier Louise. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres de Bruxelles Mobilité. Mais je pense que pour le débat, c'est très important de savoir. Et le mode de transport utilisé pour le trajet aller, 52% transport public, 33% la marche, 14% la voiture, 1% le vélo. Je répète, 52% transport public, 33% la marche, 14% la voiture, 1% le vélo. C'est des chiffres objectifs de Atrium. Ce ne sont pas mes chiffres, pas des chiffres de Bruxelles Mobilité. Encore une fois, je ne veux pas minimiser le problème, mais faire croire aujourd'hui que les problèmes que les commerçants peuvent subir est exclusivement liés au tunnel Stéphanie, c'est de raconter des choses qui ne correspondent pas à la vérité. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour les commerçants. Il y a sur le banc là-bas, vous vous souvenez ça encore, on m'a dit ce matin, ministre bling bling, puisque j'avais dit que le quartier, oui, monsieur le ministre président, puisque j'avais osé dire que pour une ville comme Bruxelles, que la partie entre Porte-Namur et Louise, Toissendor, Waterloo, quartier de luxe de shopping, que je trouve qu'il faut soutenir ça. C'est la raison pour laquelle, avec le gouvernement, on a décidé de lancer le concours, et le lancer déjà aujourd'hui, investir au minimum 10 millions d'euros pour rehausser la qualité de l'espace public qui est nul aujourd'hui là-bas, nul. Hein? Compare ça avec les autres villes européennes et mondiales, c'est nul. Hein? La zone autour, c'est pas la faute des commerçants, hein? Mais c'est la raison pour laquelle on va prendre les choses et investir. Ça montre que j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup d'empathie pour les commerçants. Et on a eu un dialogue. J'ai déjà moi-même rencontré le président de cette association, mais aussi des autres, du Sablon, on a parlé. Et clairement, c'est un dialogue franc, mais aussi constructif. Parfois, on oublie qu'on est avec une fonction publique, ça veut dire qu'on a des procédures à suivre. Hein. Mais bon, je comprends, hein, c'est un peu différent, privé et public. Et je peux vous dire que cette semaine, on va encore organiser une réunion. En fait, on a organisé 3 réunions, et c'était là la première fois, la deuxième fois, il y a un problème de truc. Et troisièmement, aujourd'hui, M. Pro n'a pas pu venir, c'est à court terme, ce n'est pas un reproche, mais M. Mesdag du Sablon était là, puisqu'un quartier du Sablon était là. Et si tout va bien, lundi et mardi, on va instaurer de fléchage des quartiers commerçants, y compris les parkings. La région a pris les choses en main. On a déjà mis une carte pour le Pentagone de parking. Maintenant, on va instaurer les fléchages. Normalement, au plus tard lundi, je vais recevoir le projet de plan de communication par un bureau externe pour communiquer avec les commerçants sur l'accessibilité, principalement de Dansard, Louise, Sablon en premier lieu, mais aussi les autres commerces. Et ça montre, je pense, qu'on est à l'écoute de eux et qu'on veut les soutenir. Mais encore une fois, je termine avec ça. On ne peut pas tomber, si je peux dire ça, dans le piège ou une envie facile, puisque vous avez raison de le dire. J'aime Bruxelles, je ne suis pas contre la voiture. On n'a pas fermé le tunnel pour le plaisir, on n'est pas sadomachiste, hein, c'était nécessaire pour la sécurité des automobilistes. On fait tout pour l'ouvrir, si tout va bien, sauf contretemps, sauf surprise, on va ouvrir en mai de nouveau le tunnel Stéphanie. Ce qui est vite, hein, vu les circonstances de la situation, ça veut dire qu'on a absolument une empathie, une sympathie pour eux, preuve qu'on fait tout ce qu'on peut faire. Deuxièmement, on va continuer avec l'investissement dans cette zone. 10 millions d'euros, c'est pas mal, hein, pour soutenir justement, c'est un des projets phares de ce gouvernement, qu'on veut les aider. Bref, il y a plusieurs raisons. Il y a la crise économique, le lockdown, il y a, Stéphanie, je ne vais pas le nier, l'ambiance de Bruxelles bashing aussi, et maintenant on doit le contourner, on va le faire par un fléchage, avec une campagne de communication, et on travaille étroitement avec eux maintenant. Peut-être pas toujours assez vite comme ils veulent, je reconnais, je voudrais aller plus vite aussi, il y a parfois des procédures qui sont là à respecter. Merci. Monsieur Diaz. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos éléments de réponse. Écoutez, nous ne serons que partiellement d'accord, parce que, bien sûr, la crise économique est là, bien sûr, les effets du lockdown sont là. Mais lorsque vous discutez avec les commerçants, qu'il s'agisse effectivement du boulevard de Waterloo, du Sablon,
ils vous disent qu'en premier lieu, ce qui a un impact direct sur leur chiffre d'affaires et donc sur les conséquences du licenciement, je connais vos chiffres, je connais les chiffres que vous avez indiqués, mais ils ne parlent pas de l'aspect de lockdown ou de sécurité. Même dans certains cas, ils confirment que le fait d'avoir des militaires, à la limite, ça a un côté rassurant. Donc la réalité, c'est eux, mais je pense que c'est important de parler avec les commerçants, avec l'ensemble des commerçants, mais la réalité, c'est que, en attendant, je veux dire, concrètement, ils expliquent que ça n'est pas uniquement évidemment le lockdown, que ce n'est pas la présence des militaires. La présence des militaires en rue, ça ne fait pas fuir les clients, hein, il faut arrêter avec ça. La réalité, c'est que lorsque vous parlez du chiffre de 14%, oui, si vous avez peur des militaires, c'est que vous avez un truc à vous reprocher, je ne sais pas, mais le fait est que... Mais non, mais bon, c'est une boutade. Allez. C'est une boutade, c'est une boutade. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Mais on avance parce qu'on dépasse le temps. Je souhaiterais terminer là-dessus, mais vraiment en vous disant que c'est vraiment pas à sous-estimer dans la mesure où vous avez rappelé ce chiffre de 14% des voitures. Moi, comme vous, je pense qu'on ne peut pas opposer les modes de mobilité, pardon. En effet, il faut que la mobilité, elle soit variée, on est bien d'accord, mais que vous le vouliez ou non, il y a toute une série de commerces où il est essentiel que les clients puissent se rendre en voiture. Et donc là, il est important aussi d'écouter leurs suggestions. Merci. Allez. Alors, la question suivante, M. Van Guatsenoven, sur l'installation éventuelle du SIVA dans le bâtiment Citroën. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, la Libre de cette semaine faisait écho d'un élément nouveau concernant le SIVA. On sait que le Centre international de la ville, l'architecture du paysage a connu de graves perturbations ces derniers mois. On le sait aussi que la région a acquis le bâtiment Citroën et donc la presse faisait l'écho d'un éventuel déménagement à terme du SIVA dans ce bâtiment Citroën au bord du canal. Pourriez-vous tout d'abord nous confirmer cette volonté de votre part, de l'intégration du SIVA qui est en train de devenir évidemment une institution bruxelloise de réflexion sur la ville, mais également peut-être de nous dire d'ores et déjà quelle place ce SIVA pourrait incorporer au sein du bâtiment Citroën, quelle complémentarité, le cas échéant, pourrait émerger de cette participation du SIVA à cet ensemble composé par le futur musée d'art contemporain qui va se situer là, mais bâtiment qui devrait aussi, le cas échéant, en tout cas c'est ce que vous nous aviez dit en commission, qui pourrait également abriter d'autres fonctions. Bref, Monsieur le Ministre-président, pourriez-vous nous confirmer l'état de la réflexion, les modalités qui permettraient de réaliser celle-ci et plus globalement, peut-être nous donner quelques informations sur le développement d'un dossier qui est, on le sait, important pour la zone du canal, mais aussi pour le rayonnement de Bruxelles. Je vous remercie. Voilà, monsieur, merci. Monsieur Van Guatsenoven, je pense que dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous allons sans doute avoir bon nombre de réflexions qui verront le jour, qui apparaîtront sans doute dans les médias, puisque c'est vrai que nous avons lancé une réflexion globale sur le projet musée. Une étude de programmation est d'ailleurs en cours. Et parallèlement, il y a d'autres projets qui effectivement suivent leur chemin, leur développement. Et donc, comme vous le savez, le SIVA fait l'objet d'un arrêt brutal de sa convention programme avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous ne pouvions évidemment pas laisser ce patrimoine disparaître, et donc la région a évidemment décidé là de prendre ses responsabilités et de faire du SIVA ce qui finalement aurait dû dès le départ être, à savoir un organisme régional dédié à la mémoire et à la réflexion qui tourne autour de l'architecture. Élément essentiel évidemment quand on se positionne
dans le développement territorial de notre région, qui était un des enjeux majeurs pour les années qui viennent. Et donc, aujourd'hui, tout ça figure à l'état... Donc, je termine pour le CIVA. Nous avons, à cet égard, décidé au niveau du gouvernement de créer une fondation régionale d'intérêt public qui, évidemment, va élargir son champ, le scope, comme on dit, puisque nous allons donner à cet organisme une dimension régionale, ce qui veut donc dire aussi tout le patrimoine des archives détenues par des associations néerlandophones, et donc de faire véritablement un outil régional. Et donc, ce que vous évoquez là fait partie des réflexions, mais encore loin d'être abouti. Et il y aura sans doute encore beaucoup de réflexions de ce genre qui verront le jour. J'imagine on verra beaucoup d'opérateurs figurer dans le programme global du musée, parce qu'effectivement, on s'en rend bien évidemment compte, il va exercer une attractivité extrêmement grande autour et alentour de l'activité muséale. Et donc, c'est certain que bon nombre d'acteurs souhaiteront être associés à l'activité du musée, mais c'est encore prématuré. Donc, ça n'est pas exclu, ça n'est pas décidé, ça fait partie de la réflexion, et il y aura encore beaucoup de réflexions dans les semaines et les mois qui viennent. Monsieur Van Guatsenoven. Merci, Monsieur le Président. Donc, je prends acte du fait, évidemment, que la région prend en main le sort et l'avenir du CIVA après les difficultés que vous avez évoquées. Donc, on est au stade de la simple réflexion. Donc, c'est une hypothèse, nous dites-vous. Oui, ce n'est pas... Mais donc c'est prématuré. Mais parlant de prématuré, quand à peu près pourrons-nous y voir plus clair par rapport à ces différentes hypothèses qui seront sans doute confrontées à un certain nombre de réalités? De programmatique, elle se déroule actuellement, et donc j'imagine qu'au-delà de l'étude programmatique, il y aura après une étude muséale. Donc certainement d'ici la fin de l'année, on y verra plus clair. Là, les décisions devront tomber, les acteurs intéressés seront identifiés si on veut respecter les délais. Donc ça me semble devoir s'inscrire dans ce cadre-là. Merci. Alors, meneer Delva zal een vraag stellen met betrekking tot de evaluatie van de voetgangerszone. Maar ik aarzelde de vraag te richten aan meneer Gozouin of aan meneer Smet. Er is een vraag met betrekking tot de bevoegdheden van meneer Smet, maar voor wat de evaluatie van de Atrium betreft, verwachten wij de cijfers van de telling die aan de gang is om deze evaluatie te doen. En meneer Gozouin heeft mij op de hoogte gebracht dat deze telling afgerond zou worden in de komende weken. En dat is de reden waarom ik heb beslist dat meneer Smet u zou antwoorden. Oké, ça va? Voilà. Geen probleem. Wie antwoordt is minder belangrijk dan wat het antwoord is. Meneer de minister, op de gemeenteraad van Brussel werd verleden maandag de evaluatie voorgesteld van de voetgangerszone. Die evaluatie die werd opgesteld door Atrium en het minste wat we kunnen zeggen is dat die evaluatie voor interpretatie vatbaar was, want de burgemeester en de schepen van mobiliteit, onze collega Els Ampe, die waren blij met de resultaten van die evaluatie. Ze wezen er onder andere op dat het aantal voetgangers in de voetgangerszone, of tenminste op de Anspachlaan, steeg met 2,5 ten opzichte van het jaar voordien. Maar er waren ook andere stemmen en die zeiden, kijk, de resultaten zijn nog niet stabiel. Blijkbaar zijn de resultaten zeer verschillend van maand tot maand, met grote verschillen tussen de maanden onderling. Dus die evaluatie is niet eenduidig positief, zoals het gemeentebestuur van Brussel dat voorstelde. Nu, gezien het toch een belangrijk project is voor ons gewest, niet alleen met een impact op Brussel stad, maar met een impact op het hele gewest, vond ik het interessant om vandaag aan u een paar vragen over deze evaluatie te stellen. Ten eerste, meneer de minister, kunt u mij misschien uitleggen, want ik heb dat in de informatie waarover ik beschik niet gevonden, wat exact de scope was van die evaluatie, hoe ruim die evaluatie was. Ging het uitsluitend over mobiliteit of was het ruimer dan dat?
Ten tweede, wat vindt u van die evaluatie? Want de interpretaties lopen uit elkaar, dus ik zou graag weten hoe u daar tegenover staat. Ten derde, gezien de evaluatie die daar ligt en die we vandaag wat kunnen bespreken, maar ongetwijfeld later in de commissie Mobiliteit en Infrastructuur ruimer zullen kunnen bespreken, welke ingrepen denkt u nu al te kunnen of te moeten doen, of is het daar nog te vroeg voor? Een andere vraag is natuurlijk de impact van die evaluatie van de voetgangerszone op het busnet. Dan zitten we wel helemaal in uw bevoegdheden. Dus ik ben daar benieuwd naar. Hebt u daar al een eerste indicatie voor? En tenslotte had ik heel graag de bevestiging van u gekregen dat de evaluatie, zoals die vandaag voorligt, en die misschien zal worden aangevuld met latere tellingen, maar dat die wel degelijk zal worden voorgelegd aan de Commissie Mobiliteit en Infrastructuur, omdat ik denk dat het heel interessant is dat de collega's samen met u kunnen debatteren en van gedachten wisselen over die evaluatie, over dit zo belangrijke project voor ons gewest. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik heb inderdaad, net zoals u, ook al wist ik voor u, akte genomen van de evaluatie die de stad Brussel heeft gedaan. Ik vind niet dat het aan mij is om daar nu vandaag commentaar op te geven, omdat wij nog niet klaar zijn met de gewestelijke evaluatie. Je hebt de hele evaluatie van het aspect van de mobiliteit. Dat is inderdaad het busgebruik, tramgebruik, metrogebruik. Dat is de fietsers, de voetgangers, het verkeer er rond. Dat is één element. Je hebt daarnaast ook het hele element van de handelaars, wat mijn collega Goswijn opvolgt. En inderdaad, binnen een paar weken er nieuwe tellingen zullen zijn en de resultaten daarvan zullen zijn. Er zijn ook nog andere aspecten die er zijn. We hebben daar gisteren ook in de regering over gesproken. En wij zullen een evaluatie maken. Alleen zijn we daar op dit moment nog niet met klaar. En dan, u weet ook, als een regering die nog niet gemaakt heeft, dan mogen wij en kunnen wij ook het parlement nog niet inlichten. Natuurlijk heb ik zelf een persoonlijke mening over de voetgangerszone. Maar u weet, als u minister bent, dan is het u niet altijd toegelaten om persoonlijke meningen te ventileren. Zeker over gevoelige onderwerpen waarover u dan ook nog bevoegd bent. Ook al is af en toe de goesting zeer groot om dat te doen. Maar ik weet niet of je dat wilt zien. Ja, laat me zeggen dat ik een zeer genuanceerde mening over de voetgangerszone heb en dat u daar alle commentaar op zal geven wanneer we de evaluatie maken. Ik kan u ook nog meedelen dat wij op dit moment met de MIVB werken aan een aanpassing van het busaanbod in het centrum. Dat wil ik u wel meegeven, dat er sowieso, als we de evaluatie maken, we meteen ook een voorstel zullen hebben of een beslissing zullen hebben om het busaanbod in het centrum aan te passen in de zin van te verbeteren. Maar daar werken we op dit moment ook nog aan. Dus ongetwijfeld zullen we daar in de commissie Mobiliteit, openbare werken, openbare ruimtes nog uitgebreid over praten. En wees gerust, we zijn het niet vergeten. En als stadsbewoner die bijna aan de voetgangerszone woont, zal ik u een genuanceerde evaluatie geven. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ik heb toch nog een bijkomende vraag, namelijk hoe de evaluatie van het gewest, hoe dat die zich dan verhoudt ten opzichte van de evaluatie van Atrium dat voor ligt. Want we kunnen blijven evalueren en ik denk dat evaluatie nodig zijn, maar hoe articuleert zich dat ten opzichte van de cijfers die vandaag al voorliggen? Dat is 1. En 2, ik had graag van u de formele bevestiging dat we dan de evaluatie van het gewest, dat we dat formeel zullen kunnen bespreken in de Commissie Mobiliteit en Infrastructuur. Meneer Delval, zoals u weet ben ik zeer dienstbaar aan het parlement. En meestal als u iets vraagt dat wij geacht worden te geven, dan geef ik dat ook en dan zullen we dat ook bespreken. Madame Moreau à Madame de Bat, Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Bonjour Madame la Ministre, merci Monsieur le Ministre-Président. Madame la Ministre, je commencerai par une très petite question. Est-ce que vous avez déjà pris quelques minutes pour lire un forum d'un journal populaire au hasard de Bruxelles? Ce sont des choses qui sont absolument effrayantes.
quand on regarde des analyses plus macro, chiffrées, et c'est à cette occasion du changement de nom du Centre interfédéral pour l'égalité des chances que je vous interroge, qui est devenu UNIA la semaine passée, à cette occasion, ils ont publié quelques chiffres macro. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vais retenir juste un chiffre. Juste un chiffre. L'augmentation des délits de haine sur les 5 dernières années. Plus 75%, plus du double. Pourquoi j'ai choisi les délits de haine? Parce que c'est la caractérisation la plus grave. C'est quand s'ensuit non pas juste un discours, mais un acte. C'est très sérieux. Catégorisation de ces discriminations et de ces plaintes. Qu'est-ce qui change ces 5 dernières années? Les discriminations sur base raciale, entre guillemets, sont assez stables. Le handicap, il y a un petit peu plus. Mais surtout, la discrimination sur base des convictions philosophiques et religieuses augmente. Et au sein de cette catégorie, 93% des plaintes rapportées concernent des personnes de religion musulmane. Alors l'analyse, c'est certainement, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur du centre, c'est certainement qu'on est dans un moment où la libération de la parole raciste a lieu. On est dans une société où les groupes commencent à s'opposer. Il y a énormément de raisons pour ça. Permettez-moi de le citer pour un autre propos qui, à mon avis, est très intéressant, c'est qu'il dit également qu'il y a un amalgame qu'il appelle les 3 M. Il y a un amalgame musulman, maghrébin, migrant. Et tous ceux qui entrent, d'une manière ou d'une autre, dans une de ces catégories, sont sujets à discrimination aujourd'hui, voire à délit de haine. Tout ça pour vous dire que la situation elle est fort grave et on n'a pas les chiffres détaillés, mais Bruxelles, clairement, est en tête par rapport aux faits. Vous, en tant que ministre de l'égalité des chances, j'en viens à mes questions, je pense que vous avez là une matière importante. Et je voudrais vous demander ce que vous faites par rapport à ça. Quand vous entendez ces chiffres, quand vous lisez ces forums, qu'est-ce que vous faites? Alors, en particulier, est-ce que vous posez des gestes par rapport aux journalistes? Est-ce que vous posez des gestes par rapport au net? Je sais que vous aviez répondu à mon collègue ici présent que vous organisiez une campagne en 2017 sur le discours haineux sur Internet. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet et comment vous le réorientez au regard de ces nouveaux chiffres? Et enfin, de manière générale, en tant que ministre de l'égalité des chances, pour moi, vous avez une vocation à attirer l'attention de vos collègues de manière transversale. Et donc, je voudrais savoir, là aussi, comment vous interpellez vos collègues, comment vous travaillez au jour le jour avec eux. Et enfin, toute dernière question par rapport à UNIA qui devient vraiment un centre plus interfédéral encore qu'avant. Comment vous collaborez avec eux en tant qu'entité bruxelloise? Oui, Madame la Ministre, le rôle de la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Moreau. Je pense que c'est une question tout à fait intéressante parce que c'est vrai que c'est assez inquiétant quand on lit l'augmentation de ces chiffres. Il faut quand même préciser que ce n'est pas la région bruxelloise qui enregistre les plaintes, contrairement à ce que vous écrivez dans votre question, mais c'est bien sûr le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qu'on appelle maintenant effectivement UNIA, depuis lundi je crois, qu'ils ont annoncé le changement de nom. C'est vrai que quand on regarde le nombre de plaintes basées effectivement sur la couleur de peau ou de nationalité, les plaintes raciales comme vous dites, c'est vrai qu'elles ont même tendance à baisser légèrement. Donc c'est positif. Par contre, vous avez raison que les plaintes discrimination basées sur convictions philosophiques ou religieuses augmentent. Donc j'ai vérifié aussi les chiffres. Augmentation de 3% en 2015 par rapport à 2014. Effectivement, ça monte un peu chaque année, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Alors, nous avons choisi dans un premier temps, plutôt que de faire une grande campagne, mais ça viendra aussi, mais dans un premier temps, bien sûr, nous avons été conseillés par des experts sur le terrain de travailler avec des associations
de terrain qui travaillent vraiment en profondeur. Donc, premièrement, nous avons une réunion la semaine prochaine, je crois, si je me souviens bien, avec Child Focus, parce que les enfants et les jeunes aussi sont victimes. Et on sait très bien les conséquences énormes que ça peut avoir, hein, aussi le cyberharcèlement. On sait bien que ça peut mener à la dépression, voire le suicide chez les jeunes aussi. Deuxièmement, ça c'est des projets qui sont en cours maintenant, c'est que nous avons travaillé avec le Digital Leadership Institute pour le cyberharcèlement envers les femmes et aussi avec la SBL-LA, spécialement contre le problème de cyberharcèlement auprès des jeunes filles issues de l'immigration. Et donc là, c'est un très beau projet avec des jeunes filles donc, issues d'immigration à base d'interviews. Hein, on a récolté les données, on a ensuite établi une formation pour lutter donc, contre ce genre de phénomène qui s'oriente envers les professeurs d'école, les gens qui travaillent dans les maisons de quartier, les centres des jeunes, etc. Et donc peut-être encore un troisième projet qui est plus global, orienté vers le racisme, pour combattre le racisme. C'est un projet qui s'appelle Racism Game Over, avec les grands syndicats. Et donc c'est un projet qui se déroule dans les entreprises bruxelloises, parce que là, malheureusement aussi, on voit que la discrimination est toujours présente, aussi basée, comme vous dites, sur la philosophie ou la religion. Et donc là, on essaie surtout aussi d'engager plus de gens avec des backgrounds divers et aussi de faire en sorte qu'ils viennent aussi membres des conseils d'entreprise, parce que c'est des organes de décision importants. Et maintenant, ils sont majoritairement blancs et masculins. Et donc là aussi, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Et les résultats des syndicats seront présentés, je pense, en mai ou juin. Mais je pense que c'est un très beau projet et j'entends qu'ils ont des bons résultats. Oui, je vous remercie. Voilà. C'est un projet sur lequel, d'ailleurs, j'avais déjà eu l'occasion de vous interroger au début de la législature. Tout à fait. Mais donc, merci pour ces projets, ça a l'air d'être d'excellents projets et on sera là pour vous poser des questions sur ces projets. Mais j'insiste, ici vous parlez de populations très j'ai envie de dire, spécifiques, l'entreprise, les femmes, ok, c'est bien. Maintenant ici, quand on voit, et c'est pour ça que j'insistais sur le plus 75%, qu'on en est à un état très grave de la situation avec des actes graves, je pense que là on a besoin d'un coup d'accélérateur sur le changement culturel, il faut y aller et il faut faire peut-être quelque chose de plus grand. Voilà. Maintenant, on aura l'occasion avec mon groupe, et je sais que le prochain, c'est Jamali Kasbon, donc on aura l'occasion de revenir avec vous en commission, en détail sur la question. Merci, Madame la Ministre. Madame Susskind, sur les initiatives de la région pour l'accueil des réfugiés. Je suis là. Oui, oui. Monsieur le ministre-président, bonjour. Nous avons appris que lors de la réunion de votre gouvernement d'hier, vous aviez pris la décision de réorienter une partie importante des budgets, relativement importante des budgets FEDER 2014-2020, de manière à pouvoir répondre à la demande des autorités européennes qui demandaient aux différents responsables politiques de réagir, de prendre des actions, des mesures concrètes face à l'immensité de la crise humanitaire des réfugiés à laquelle nous sommes tous confrontés. Donc je comprends que vous avez réussi à dégager un budget important et surtout pour promouvoir un projet particulièrement ambitieux porté par Médecins du Monde qui associe tout un grand nombre d'acteurs spécialisés tant au niveau de la santé, au niveau social et pour permettre l'accompagnement de l'intégration de ces populations. Pouvez-vous nous dire comment cette décision a été prise et quel est le calendrier de sa mise en application? Je vous remercie. Merci, Madame Susskind. Donc vous devez savoir évidemment que le programme FEDER est un programme qui s'étale sur un cycle et donc qui globalement dégage de manière conjointe un budget de l'ordre de 195 millions d'euros, donc grosso modo 95 millions Europe et le reste étant apporté par des fonds régionaux. Nous avions retenu 46 projets au printemps de l'année dernière et
effectivement, à cet automne, au mois d'octobre, je pense, la commissaire européenne Crețu a envoyé un courrier à l'ensemble des opérateurs, pas qu'en Belgique évidemment, mettant en exergue la situation de crise humanitaire que l'on connaît, je ne vais pas rappeler ici, enfin une crise sans précédent, et invitant les pouvoirs publics à, le cas échéant, réorienter une partie des fonds FEDER à destination de la politique des réfugiés visant à accueillir et accompagner, surtout accompagner les réfugiés. Et donc, sans toucher aux projets eux-mêmes, c'était important aussi, nous avons eu la possibilité de prendre une partie des montants, donc de dégager 7 millions d'euros sur un aspect du programme qui concerne les instruments financiers, c'est assez technique, mais qui, eux, ne sont pas opérationnalisables directement, de manière telle à pouvoir répondre à la demande de la Commission. Et donc, nous avons repris un projet en parallèle et donc en accompagnant Médecins du Monde, qui eux-mêmes, puisque l'objectif est de créer un pôle d'accueil de première ligne, tant physique que mental. Donc, c'est vraiment tout cet accompagnement-là. D'ailleurs, je lisais encore, enfin, il y a tout l'aspect psychologique aussi qui doit être pris en compte, et avec une série d'acteurs, vous l'avez dit, j'ai ici la liste, mais donc c'est 6 partenaires scientifiques, l'ULB, l'UCL, l'Observatoire de la santé, l'ONE, l'Observatoire de l'emploi, SACOPAR, 4 partenaires économiques, CityDef, LifeTech, ArchiHuman, les laboratoires des cliniques Saint-Luc et un évaluateur externe, l'AMI. Donc, pour permettre vraiment de réaliser cet accueil dans les meilleures conditions, je pense que c'était indispensable qu'à Bruxelles, en tout cas, nous répondions à cette demande, à divers titres, ne fût-ce que parce qu'on est la capitale européenne, mais en même temps parce qu'on connaît une situation humanitaire qui nécessite des réponses urgentes. Et par ailleurs, pour ceux qui pourraient s'inquiéter, s'il y en avait, sur l'avenir du programme FEDER en tant que tel, nous savons d'expérience qu'au fil du programme, nous pouvons réorienter des moyens budgétaires non utilisés. Et donc, ces 7 millions, nous savons que nous les retrouverons à un moment donné, permettant ainsi de compléter les autres projets retenus. Donc, ça ne met rien en péril. Et donc, surtout, ça nous permet effectivement d'apporter une réponse urgente et indispensable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre-Président. Plaisir. Je pense que nous serons très intéressés à suivre le travail qui sera accompli par Médecins du Monde et ses partenaires, étant donné qu'on n'est pas encore au bout de la crise des réfugiés. Merci, Monsieur le Ministre. S'il vous plaît, Monsieur Van den Ries. Meneer Van den Ries, over parking C. Monsieur Van Engelen. Ja, meneer Van den Ries. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, we konden deze week in Trends lezen dat de parking die gepland wordt op parking C de grootste ondergrondse parking van de wereld zou zijn. Dat is enerzijds leuk nieuws. Anderzijds natuurlijk zegt dat ook wel iets over het megalomaan karakter van dat project, van die parking, zowel financieel als op het vlak van exploitatie en mobiliteit. En de vraag die ik daarbij heb is, dat doe je zomaar niet, zo'n enorme parking bouwen, exploiteren. Daarvoor moet je hele specifieke kennis hebben. Op welke wijze zal ervoor gezorgd worden dat daar bij die bouw en exploitatie, dat daar die kennis is? Want ik denk niet dat er dan zo in de onmiddellijke omgeving veel bedrijven zijn die daarmee ervaring hebben. Dus op welke wijze gaat u dat proberen aan te pakken? En een vraag in dat verband ook is dat de campus die op die parking komt, zit dat samen in dat project, dat bouwen en dat exploiteren, of is dat een totaal andere zaak? Ik dank u al voor uw antwoord. Voorzitter, collega's, op het moment dat de stad Brussel zijn oproep heeft gelanceerd voor de bouw van het Eurostadion, was een van de voorwaarden een oplossing te bieden voor het behoud van de actuele parkingcapaciteit van parking C, zijnde 10.000 plaatsen, die absoluut
vereist zijn voor de commerciële activiteiten rond de Heizelvlakte en in het bijzonder voor de grotere salons zoals Battibouw, het Autosalon, Paleis 12, de voetbalwedstrijden en de toekomstige activiteiten in het kader van NEO 1 en 2. Over de kennis en expertise voor de bouw ervan kan ik kort zijn. Het consortium beschikt over voldoende ervaring en kennis. Wat de exploitatie van de parking betreft, worden de nodige voorbereidingen getroffen door de stakeholders om tot een innovatief exploitatiesysteem te komen, rekening houdend met de behoeften en de noden van alle partners. Tot slot, de eigendom en de exploitatie van de campus, dat is dus het ronde gebouw waarnaar u verwees, blijft volledig in handen van het consortium Gelamco-PAM. Tot daar mijn antwoord. Dank u wel voor de verduidelijking. Eerst en vooral voor die campus. Dank u. Dat werpt ook een duidelijker licht op de toestand. Op het vlak van de exploitatie en de bouw van de parking is wel een beetje cryptisch. Als u zegt we zoeken naar innovatieve oplossingen. Kan u daar iets concreter over zijn? Wat wil dat juist zeggen, innovatief? Innovatief, dat wil zeggen innovatief. En ik stel voor, meneer de voorzitter, monsieur le président, moi je propose qu'à un certain moment, on fasse une fois le topo sur l'ensemble du projet Stade quand il aura pris forme suffisamment grande, peut-être dans une commission, peut-être avec les stakeholders, parce que toutes les petites questions insinueuses qui me sont posées en permanence ici, essayant d'alimenter les journaux pour... Oui, sont très fatigantes et n'apportent rien au bon déroulement de ce dossier. Ik wil daar toch wel eventjes de puntjes op de i zetten, meneer de minister. Mocht u het voorstel geformuleerd hebben op het moment dat het project gelanceerd wordt, dat we met z'n allen zouden kennis maken van alle aspecten van dat project, dan had dat een goede zaak geweest. Nu krijgen wij maar zicht op de zaak door te sleuren en te trekken aan de informatie, maar we krijgen nooit een algemeen beeld. Over vergelijkingen gaan we ons, dat is gewoon laag bij de grondse vergelijking, dus ik ga daar niet op ingaan. Het is wel zo dat mocht er wat meer transparantie zijn van bij het begin, dan zou je al die individuele vragen niet krijgen die stuk per stuk moeten duidelijk maken over wat het project hier eigenlijk gaat. En we hebben vandaag weer terug iets geleerd, dat is dat die campus eigenlijk een project is van een privéproject. En wij hebben helemaal geen idee van welke afspraken gemaakt zijn tussen de initiatiefnemers van het stadion, de eigenaars van de terreinen, de stad en de betrokken partner, namelijk het gewest. We hebben helemaal geen idee welke afspraken daar gemaakt zijn. En dat is inderdaad, dat leidt tot talrijke vragen. En ik ga graag op uw aanbod in, maar ik zou dan niet wachten tot het moment dat het project er is, maar gewoon nu vandaag of volgende week duidelijkheid verschaffen over de hele structuur, hoe het juridisch in elkaar zit, wat de financiële stromen zijn, wat de engagementen zijn van alle partners die afgesproken worden en die we nu maar met mondjesmaat links en rechts te horen krijgen. Dat is geen goed bestuur, dat is geen transparantie, dat is achterkamerpolitiek. Meneer Verstraeten. Meneer Verstraeten. En met een toegevoegde vraag van mevrouw Genot over de bijakte 12 van het Belleris-akkoord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Even wachten op de minister-president. Dag minister-president, ik had een vraag over de bijakte 12 van Belleris. In de pers is daarover deze week wat nieuws verschenen en daarin is duidelijk geworden dat behoorlijk wat van de middelen gaan naar federale instellingen deze keer. En dat is aanzienlijk meer dan bij de vorige bijaktes. Als ik het juist gezien heb, gaat het over 44,7 miljoen euro voor federale instellingen. Het gaat over investeringen die op zich zeker belangrijk en noodzakelijk zijn, onder andere in de Koninklijke Musea. Maar de vraag is natuurlijk of dit de bedoeling was van de Belleris-gelden.
De Beliris-gelden zijn eigenlijk bijkomend gegeven aan Brussel om de hoofdstedelijke functie te kunnen waarborgen. En wat we hier zien, of wat in elk geval lijken te zien, is dat de federale overheid haar eigen begrotingstekort probeert te verkleinen door de Beliris-middelen te gebruiken voor haar eigen uitgaven. Mijn vraag is dus, hoe groot is de som van alle uitgaven voor de federale instellingen in dit Beliris-akkoord? Hoeveel meer is dat dan er in het vorige akkoord aan de federale instellingen werd gegeven? En wat verklaart deze toename? Waarom is dit bedrag zo groot geworden? Bent u het daarmee eens? Of heeft het daar ook mee te maken dat dit akkoord zo laat is kunnen gesloten worden? Bedankt alvast voor uw antwoord. Mevrouw Jeune, Madame Jeune. Merci. Mais Bruxelles est donc un poumon de notre économie. On le sait, il fait vivre l'ensemble du pays. On a aussi une série de charges, les écoles, les hôpitaux, etc. Beaucoup de nafteurs se rendent chez nous chaque jour et donc on est soutenu parce qu'on est aussi capitale de l'Europe, capitale du pays. C'est Beliris. Et avec cet avenant, normalement, nous devons être capables de prendre en charge une série de surcoûts qui sont liés à toutes ces tâches. Le fédéral nous donne cet argent pour s'occuper de cela. Et ici, on a eu assisté à quelque chose d'assez étonnant. D'abord, une véritable prise d'otage, puisqu'on était censé avoir un avenant qui courait de 2015 à 2017, et c'est seulement maintenant qu'on a un accord, mais aussi un véritable racket, puisque le fédéral donne dans une main de l'argent qu'il nous reprend immédiatement. Et donc là, je voudrais comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez pu accepter qu'une partie de l'argent qui est donné pour soutenir Bruxelles en tant que locomotive du pays peut être aussi vite reprise par le fédéral pour soutenir toute une série d'initiatives culturelles qui sont totalement légitimes, mais qui devraient être payées par le fédéral. Le fédéral choisit de faire des économies, de faire des cadeaux fiscaux, ce n'est pas pour ensuite prendre dans notre poche pour financer ces cadeaux fiscaux. Et donc, qu'est-ce qui a été pris exactement? Parce que suivant les communiqués de presse, on lit différents chiffres. Et comment avez-vous pu accepter cela? Monsieur le ministre. Oui, peut-être d'abord un peu d'histoire. L'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 89 relative aux institutions bruxelloises précise: il est créé un comité de coopération qui délibère selon la procédure du consensus des initiatives que peuvent prendre en commun l'État et la région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Depuis le début, des montants ont été consacrés dans chaque avenant au financement d'institutions fédérales, l'institution culturelle. En moyenne, 6,5 millions par an ont toujours été en... On n'est plus à 6,5 millions. Pardon? On n'est plus à 6,5 millions. Par an. Maintenant, on arrive à... Si vous regardez le total de l'avenant, on arrive sur les 100% prévus à ce que 9% de l'avenant, à 9% des montants investis, le soient aux institutions biculturelles. Alors, le détail de ce qui est prévu, je l'ai ici, c'est Beaux-Arts, et ça c'est historique, Beaux-Arts, Monet, Conservatoire, établissements scientifiques fédéraux. On arrive 11 millions pour le Palais des Beaux-Arts, 5 millions pour la Monnaie, 20 pour le Conservatoire et 30 pour les instituts fédéraux, établissements scientifiques fédéraux. Donc, 9% du budget total seront effectivement consacrés aux institutions biculturelles qui, soyez-en sûrs, contribuent en grande partie au rayonnement de notre région, au rayonnement de Bruxelles. Ça me semble une évidence. Vous savez, quand on dépose des seaux pour recueillir l'eau qui coule des toitures des... Non, mais prenez pas un air contrit. Aux yeux de l'opinion publique, vous savez, elle se moque complètement de savoir qui... Non, elle se moque complètement de savoir de qui devrait financer et qui ne finance pas. C'est Bruxelles, encore une fois, qui se fait... donne... Oui, c'est comme ça. Et la politique, chère madame, politique, beste vriend, c'est... Effectivement, à un moment donné, on parle bien de consensus, d'arriver à un accord. Si ça a duré si longtemps, c'est parce que, et l'ensemble des acteurs l'ont dit, on est dans une autre configuration, dois-je vous le rappeler, depuis le mois de mai 2014, qui nécessite qu'effectivement, il y ait eu la volonté chez certains, au fédéral, de vouloir réorienter complètement, parce qu'on ne part pas de ces montants-là au départ, si c'est
le point d'arrivée de la négociation, ce n'est pas le point de départ. Ça. Vous pouvez imaginer qu'on était à d'autres montants prévus pour financer ce que, effectivement, l'État fédéral a quelques difficultés à financer, à part faire des grandes déclarations sur les musées, effectivement. Les actes ne suivent pas, mais nous avons prévu, et c'est pour ça que nous avons travaillé par enveloppe pour les établissements scientifiques, pas pour les Beaux-Arts, pas pour la Monnaie, puisque là, on y part, et ce sont des acteurs qui participent historiquement au rayonnement de Bruxelles, et notamment aussi au rôle citoyen qu'ils jouent avec l'ensemble des initiatives qu'ils mènent. Quand vous regardez les montants investis, ce sont des montants importants qu'on investit historiquement dans la Monnaie, les Beaux-Arts et les autres instituts. Il y aura aussi les musées royaux, la rénovation du parc du cinquantenaire, tout ça sont des éléments importants. Par rapport à cela, moi, je regarde simplement les 91%, c'est 150 millions pour le métro, 26 pour la petite ceinture ouest, 20 pour la station de métro Gare Centrale, 20 pour les boulevards du centre, 80 pour l'achat des terrains. On a réalisé l'acquisition de terrains des casernes, c'est un élément important, déterminant pour nous. 36 pour les quartiers prioritaires, contrat de rénovation urbaine, 36,5 millions seront consacrés, 11 pour la rénovation urbaine, 1,7 million pour Théâtre de Thône. Donc vous voyez que même là, on passe au-dessus, je dirais, des compétences pour considérer que ça fait partie du patrimoine bruxellois aux yeux de l'opinion publique, aux yeux et d'une fonction indispensable pour nous, qui est l'attractivité touristique, qui est, croyez-le bien, impactée depuis le lockdown et depuis ce que nous avons vécu depuis le mois de novembre dernier. Donc, c'est le fruit d'une négociation. 91% à des projets spécifiquement bruxellois, ça me semble tout à fait acceptable, mais je ne doute pas que vous auriez fait mieux. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor de antwoorden. Ik ben het inderdaad niet met u eens als u zegt van ik vind dat heel aanvaardbaar. Het is een achteruitgang tegenover vroeger. En volgens mijn berekening, wat in de pers verschenen is meer dan 44 miljoen. Dat is meer dan 9% van 375. Dat is meer dan 10% zelfs. Maar goed, ik denk dat het een negatieve evolutie is. De federale regering neemt niet zijn verantwoordelijkheid voor de federale regering, neemt niet zijn verantwoordelijkheid voor de instelling waar ze voor bevoegd is, de Koninklijke Musea, en dat gaat ook over Justitiepaleis, dat gaat ook over andere investeringen. De NMBS rijdt inderdaad ook naar Brussel. Gaan we in de toekomst ook aanvaarden dat Beliris ook voor NMBS betaalt dan? Ik denk dat het probleem is dat er hier een... Door Beliris. Maar nooit in die mate. Nooit, ja. Nooit in die mate. Nee, nooit in die mate. En er is absoluut geen gebrek, ja, denk ik. Zeker en vast. Maar ik moet met een partner spreken. Eén partner die het moeilijk heeft met Brussel. Eén. Maar het is de belangrijkste partner in de federale regering. Het is minister Reinders die bevoegd is voor... Nee, het is meneer Jambon die beslist. Voilà, dat is duidelijke taal. Dus het heeft inderdaad aan te maken met de federale regering die niet wil... wat eigenlijk historisch toekomt aan Brussel, wordt geïnvesteerd in Brussel. Dat is een probleem, maar ik vind dat niet aanvaardbaar. Integendeel tot u. Maar goed, bedankt. Mais ce n'est pas une surprise. On savait qu'au fédéral, il n'y avait pas de défenseur de Bruxelles. Et si M. Reinders, de temps en temps, se réveille, on ne l'a pas vu sur le RER, on ne le voit pas sur les vols de nuit. Dorbeliris, il nous donne 65 millions qui reprend. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de vous comme défenseur de Bruxelles. Et là, pour ça, je pense qu'il est temps de jeter les pantoufles, d'enfiler votre veste de rockstar et de tenir. Allez. Disons que j'ai moi-même dû concéder dans les négociations parfois des types de dépenses comme ça. La salle du Palais des Beaux-Arts, par exemple. Bien, alors... Nous sommes à Meneer de Lille. Meneer de Lille aan meneer Smet. De notenprocedure voorzien voor personen met beperkte mobiliteit. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister, beste collega's. We konden in La Capitale en op Brussel Nieuws lezen dat er een tijd geleden een gehandicapte man in een rolstoel tijd heeft vastgezeten in het metrostation Madou, omdat hij wel met zijn rolstoel via de roltrap naar beneden was geraakt tot in het station, maar dan niet verder kon tot aan de perrons, omdat de roltrappen die daar waren alleen maar naar boven gingen, dus weg van de perrons en niet naar de perrons toe.
Hij heeft dan op de noodknop geduwd, dus de knop die dient om assistentie te vragen. Maar daar liet men hem weten dat die assistentie er maar was tussen 7 uur en 21 uur. Heeft dan nog een tijdje gewacht, maar is uiteindelijk met de taxi moeten vertrekken. Dat is natuurlijk iets wat niet oké is. En vandaar dat ik dus een aantal vragen heb. Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld in dit soort stations ervoor te zorgen dat de roltrappen in 2 richtingen kunnen draaien? Dus er is zo'n roltrap aan de ingang van het station die in 2 richtingen kan draaien. Waarom kan dat dan niet naar de perrons? Hoe komt het, bevestigt u mij, dat die noodknop er alleen maar is tussen 7 uur en 21 uur 's avonds? En wat moeten mensen daarvoor en daarna dan doen? Het lijkt mij een beetje sterk van te gaan zeggen dat mensen met een beperking niet voor 7 uur en niet na 9 uur 's avonds mogen buitenkomen. Dat lijkt mij zeer moeilijk verdedigbaar. En ongeveer een jaar geleden hebt u op een interpellatie die ging net over assistentie voor mensen met een beperking gezegd dat u op dat ogenblik aan het bekijken was hoe die assistentie zou georganiseerd worden voor mensen dus die metro zouden gebruiken en dat we dus tegen het einde van het jaar nieuws mochten verwachten. Dus ik wou ook weten of daar inderdaad al meer nieuws over is. Ja, ik dank u wel, meneer De Lille, voor uw vraag, want dat geeft mij de gelegenheid om het verhaal wat te kaderen. Om te beginnen is het niet nieuw, want het is al een maand geleden op de RTBF ook geweest. Eerst en vooral wil ik zeggen dat in Madou er zowel dalende als stijgende roltrappen zijn. Dus een roltrap die in 2 richtingen werkt, die is dus niet nodig. Ik wil ten tweede duidelijk stellen dat een roltrap gebruiken met een rolstoel absoluut verboden is. Onder andere de Europese norm EN 115 zegt dat dat niet mag. Het is extreem gevaarlijk voor de rolstoelgebruiker zelf, maar ook voor andere reizigers. En met andere woorden, het is helemaal niet de bedoeling dat je een roltrap met een rolstoel gebruikt. Dus we hebben ook geen plannen om die roltrappen in beide richtingen te laten gaan. Maar laat u mij het verhaal vertellen, zoals de MIVB het mij heeft overgemaakt. Op de bewuste dag heeft die man inderdaad om 11:30 de roltrappen gebruikt om naar beneden te gaan in Madou. Een station dat inderdaad nog niet over liften beschikt, ook al weet u dat er vele stations ondertussen al wel liften hebben, dat er kaartjes bestaan, een website bestaan waar je die liften kan vinden. Hij verklaart dat hij op het niveau van de mezzanine vaststelt dat er geen dalende roltrap is naar het perron. Hij gebruikt dan de oproeppaal om in contact te komen met de dispatching van de MIVB. Die oproepen via die palen worden altijd beantwoord. Van begin tot einde dienst en niet enkel tussen 7 en 9 uur. Het klopt dat de dienst assistentie enkel tussen 7 en 9 werkt. Maar wie in nood zit, kan, wanneer de station open is, altijd, ik heb die trouwens nog laten installeren destijds tijdens mijn eerste mandaat, dat gebeuren. De dispatching van de MIVB heeft hem geantwoord dat de richting van de roltrap omkeren niet kan, dat dat in strijd is met de veiligheidsvoorschriften en heeft een ploeg ter plekke gestuurd om hem te helpen. En ze hebben hem voorgesteld om hem naar het perron te dragen. Maar de man heeft dat geweigerd. Ze hebben hem dan voorgesteld te begeleiden naar een toegankelijk station. Ook dat heeft hij geweigerd. De ploeg bestelt daarop een toegankelijke taxi die de rolstoelgebruiker op zijn bestemming kan brengen. Ook niet zo enthousiast over die man. Dus, ik denk dat het verhaal sterk genuanceerd moet worden. En uiteraard, om dit soort situaties te vermijden, moeten we onze stations uitrusten met liften. En u weet dat Kunstwet, Merode, onlangs nog uitgerust is en dat we een heel programma hebben om dat verder te doen. En dat loopt ook verder. Het klopt dat we aan een hervorming van de assistentiedienst ook bezig zijn. U weet dat in het algemeen de gebruikers al tevreden zijn over die dienst. Je kan die zelfs een uur op voorhand maar reserveren. Bij de spoorwegen is dat minimaal 24 uur. En in het beste geval 3 uur in 18 stations. Ik herinner ook aan dat we het 070-nummer hebben omgevormd tot een 02-nummer, wat denk ik ook veel interessanter is. En wat de globale vorming betreft, de analysefase is in overleg met de verenigingen nu afgesloten en ze zijn nu bezig met het verder uitwerken van voorstellen om de dienst te perfectioneren. Dus met andere woorden, dank u wel voor uw vraag. Ze geeft me de kans om het verhaal te nuanceren en duidelijk te maken dat we verder de mensen die een beperkte mobiliteit hebben
op weg zullen helpen. Ik dank u. Met veel plezier, meneer de minister. Daar zijn we ook voor af en toe. Als het maar over de waarheid gaat, natuurlijk. Het heeft natuurlijk geen zin met te gaan vergelijken met de NMBS. We moeten niet vergelijken met de slechtste leerling van de klas. We moeten proberen van het beter te doen. Ik kan alleen maar aanmoedigen om op die manier verder te doen. Ik denk wel dat het goed zou zijn dat de uren van die assistentiedienst uitgebreid worden tot de volledige uren waarop dat de MIVB een dienstverlening heeft. Want ik zeg, het heeft geen zin om tegen mensen om 6 uur 's ochtends of om 10 uur 's avonds te moeten zeggen van sorry, maar blijf maar thuis. Dus ik denk dat daar wel nog een verbetering in aan te brengen is. Maar voor de rest, doe zo verder, want het is hoog nodig. Ja, alors. Mevrouw Van Achter zal dus meneer Smet ondervragen over dus de werken en de heropening van de Montgomery-tunnel. Het is een winterse dag, dan mag je wat warmer gekleed zijn. In warme kleren. Meneer de minister, we lazen van de morgen het goede nieuws dat de Montgomery-tunnel eind mei misschien zou open gaan, als alles goed gaat. Misschien, dat zou goed nieuws zijn natuurlijk, dat de Montgomery-tunnel snel weer kan opengaan. Want het is wel vaak in dat gedeelte van Brussel echt wel heel lastig. We hebben daar de viaduct die weg is, dus er is een licht waar we heel lang vaak aan aanschuiven. En als dan nog de tunnel toe is voor het Montgomeryplein te bereiken, heb ik al veel klagende buren en zo verder gesproken die echt wel wachten op het opengaan van die tunnel. Dus dat is goed nieuws. Maar ik zou dan toch wel eens graag willen weten, wat is er nu juist van aan? We lezen dat die dekplaat die verschoven was en waarom de tunnel toegegaan is, eigenlijk een soort van plafondplaat was, een vals plafond, en dat die minder belangrijk is en gaat weggehaald worden. Dan hebben we natuurlijk nog het probleem van de tram die daar rijdt en nu niet meer mag rijden. Daar zijn scheuren geconstateerd naast de trambedding. Wat maakt dat de tram 81 nu voordien moet stoppen en niet meer daar kan keren op het Montgomeryplein. Is er een verband tussen de tram en wat er gebeurd is in de tunnel? Dat is toch iets wat we ons allemaal afvragen. Gaat dat kunnen verholpen worden? Gaat die tram daar ook weer mogen rijden? Welke werken gaan er juist gebeuren? Wie gaat dat uitvoeren en wat zal het budget zijn? Dank u wel voor uw antwoorden. Dank u wel. U weet dat we eind februari naar aanleiding van een grondige inspectie een probleem hebben vastgesteld. En het probleem zit ter hoogte van de verbinding tussen de betondal en de zijwand van de rechterkant van de tunnel in de richting van het Meizerplein over een afstand van 15 meter. De oorzaak hiervan is een belasting die hoger is dan de weerstand. Daarvoor zijn meerdere oorzaken mogelijk. Dat kan de doortocht zijn van een niet toegelaten uitzonderlijk transportconvooi. Dat kan het plaatsen van een hijskraan zijn zonder dat er eerst het draagvermogen werd nagekeken. Dat kan ook herhaaldelijke doortocht van de tram zijn die spanning gezet heeft. Maar het is duidelijk dat de oorzaak, de druk, extern is. En in het rapport van SECO werd daarnaast, naast de zone waar die verzakking of die overdruk eigenlijk werd vastgesteld, ook een zone gedetecteerd die een aanzienlijke aantasting van het beton vertoont. De breuklijnen die zijn ontstaan door de scheurende invloed van het gewapend beton is uiteraard een ernstig risico dat moet worden aangepakt. Vandaar dat er een ondersteuning is geplaatst om toekomstige verzakkingen tegen te gaan. Dat is op 23 februari gebeurd. Het tramverkeer werd inderdaad onderbroken op die plek, maar ik herhaal, het gaat om een dienstspoor. Het is geen commerciële uitbating van de tramlijn en dat betekent met andere woorden dat ook de MIVB nodige maatregelen kunnen nemen en dat er eigenlijk geen stoornis op het tramverkeer is. De regering heeft gisteren inderdaad beslist om de werken uit te voeren. In een eerste fase zullen we de huidige beschadigde betondal niet alleen over de zone van 15 meter, maar over heel de zone waar het beton slecht is, zullen we in één beweging afbreken. Ja, we beperken ons niet tot waar het probleem is, maar om toekomstige problemen te vermijden nemen we dat allemaal mee. We gaan dus de betondal afbreken. Dat gaat ons toelaten om de tunnel te heropenen na de afbraak van die betondal. In een volgende fase zullen we een nieuwe, duurzame betondal plaatsen over de tunnel opnieuw. Dat betekent dus dat er een periode is dat mensen de tunnel
kunnen gebruiken, maar dat het eigenlijk een openluchttunnel wordt. Gedurende een periode, maar we doen dat tijdelijk, om ervoor te zorgen dat het verkeer in de tunnel terug gebruikt kan worden. We zijn nu nog aan het bekijken, de ingenieurs, of men onmiddellijk aansluitend het kan afdekken, of dat men het enkele weken later zal, of maanden, en dat moet bekeken worden, kan afdekken. Ook daar zal men kijken of de afdek niet kan gebeuren met geprefabriceerd betonplaten, zodat die alleen maar op geplaatst moeten worden. Dat vergt nog nadere studie. U begrijpt ook, de periodes zijn allemaal hyperkort. Dus iedereen, denk ik, in het wereldje erkent ook dat op dit moment, zowel voor de Stefanie-tunnel als voor de Montgomery-tunnel, dat we heel snel gaan op dit moment, maar snel en gedegen. Want we moeten ook niet te snel gaan als het niet goed is. Dus snel en gedegen. Het zijn ingenieurs die dat nu aan het uitwerken zijn. We hebben altijd gezegd voor de zomer, maar behoudens tegenslag, we blijven voorzichtig, moet het ongeveer in de periode mei, juni kunnen zijn dat het open kan. Wij hebben gezegd voor de zomer. Natuurlijk, hoe sneller het kan, des te beter het is. En iedereen is zeer goed van bewust om dat zo snel mogelijk open te maken. Maar we hebben dus nog extra studiewerk nodig om te kijken hoe, wanneer en onder welke omstandigheden we de afdekking opnieuw kunnen doen. We zullen de werken uitvoeren in het kader van bestaande stokcontracten. Dat betekent dat we niet opnieuw aanbestedingen moeten doen en we dus uiteraard aanzienlijk tijd winnen. We ramen de kosten op dit moment van de hele betonplaat en het afbreken, vervangen, tussentijdse ondersteuning op minimaal €1,5 miljoen. Dus het geld is er, het stokcontract is er, dus er zijn geen problemen op dat vlak. Wellicht zal het dienstspoor opnieuw worden aangelegd en dan moeten daar natuurlijk nog extra kosten bijgeteld worden om dat te doen. En ook het plantsoen en zo zal eraan gelegd worden. Dus samengevat, alles wordt in het werk gesteld om die tunnel zo snel mogelijk open te doen. De beste optie is, en de snelste optie om dat te doen, de betondal of plaat weg te halen, die dan later, het zij onmiddellijk aansluitend of met een periode ertussen, opnieuw dicht te leggen. En dus met andere woorden, we gaan vooruit. Dank u wel, minister, voor uw duidelijk antwoord. Dat ziet er inderdaad wel heel fameus uit dat het een open tunnel gaat worden. Tijdelijk, ja. Dus de eerste fase wordt nu aan die tijdelijke oplossing gewerkt, zodat het verkeer er weer door kan. En ondertussen wordt er dan gedacht aan om en het als weer het toe kan, te leggen. natuurlijk als het kan, als de ingenieurs zeggen het kan en we kunnen het in orde krijgen, zullen we proberen om dat al, in één beweging te doen. Maar dat zijn we nog niet zeker van op dit moment. Daar is nader studiewerk voor nodig. En met het dan terug dicht te gooien, kan ik dan ook wel begrijpen dat op dat ogenblik ook problemen die voordien al gesignaleerd waren met het beton, bij deze dan ook direct gaan opgelost zijn. Vandaar dat we heel de dakplaat vervangen. Niet alleen een stuk van 15 meter, maar dat we veel verder gaan. Oké, dank u wel voor het antwoord. Alors, maintenant j'ouvre notre réunion van de Verenigde Vergadering et nous passons à une question d'actualité de M. Dubus. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, ce mardi 1er mars se tenait dans les locaux du Conseil supérieur de la santé la présentation du rapport sur le double diagnostic qui a été mené précisément par le Conseil supérieur. Le problème, vous le connaissez, nous le connaissons, il y a une absence d'infrastructures hospitalières pour accueillir les personnes qui vivent un double diagnostic lors des phases de crise, les phases aiguës, et un des problèmes majeurs, c'est l'absence d'unités hospitalières à Bruxelles. D'ailleurs, je vais citer de mémoire le rapport qui est en ligne sur le site, une unité d'observation, de diagnostic et de traitement spécialisée dont l'encadrement doit correspondre à une norme K devrait être normalement créée à Bruxelles, qui en est particulièrement dépourvue. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que la ministre fédérale a déjà libéré 4,5 millions pour faire face à ses besoins d'accueil, entre autres accueil hospitalier sur l'ensemble de la Belgique, en prévoyant une répartition provinciale et en affectant pour Bruxelles une clé de répartition qui est plus favorable à Bruxelles, on le sait. Le problème, c'est que le montant qui est affecté pour Bruxelles ne permet pas
de financer une unité hospitalière digne de ce nom. Il faut un minimum de 1 700 000 €. La question a été posée par l'ensemble des représentants du monde médical et associatif, qui était de savoir avec quelle solution pour Bruxelles. Le représentant de la ministre fédérale a dit « Nous avons fait un premier pas », sous-entendant « Nous attendons que les régions fassent un second pas », et les représentants des ministres régionaux de la Santé sont restés sans réponse véritable, créant, je ne vous le cache pas, une forme de désarroi à l'égard du secteur associatif et du secteur médical qui était présent. Et c'est ce qui motive ma question, c'est de savoir que prévoyez-vous, messieurs les ministres, pour pouvoir ouvrir une unité hospitalière double diagnostic à Bruxelles. Monsieur le ministre. Merci pour cette question. Monsieur Dubus, pour nous interpeller souvent sur la problématique, c'est que d'une part, c'est la commission communautaire commune à l'initiative conjointe, mon collègue et moi-même avons inscrit la problématique en conférence interministérielle de la santé. Et nous devons nous réjouir qu'il y a aujourd'hui une prise en compte, un début de prise en compte au niveau fédéral, par notamment ce budget supplémentaire de 4,5 millions qui porte sur les enfants, les adultes, sur globalement la santé mentale et donc aussi sur le double diagnostic. Et de fait, nous avons pu négocier une part qui est proportionnellement intéressante pour Bruxelles. Par rapport à cela, puisque ce budget vise à financer des réseaux, nous avons bien entendu pris contact avec le réseau santé mentale existant, le réseau 107, et avec eux, nous préparons le dossier, puisque c'est un appel à projet, auprès du fédéral pour être éligible de 700 000 €. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est le problème lancinant de l'absence d'unités spécialisées. Et les 4,5 millions n'est pas la réponse à cela. C'est un autre problème pour lequel il n'y a toujours pas de solution, et ce ne serait pas faire l'illusion de croire que ces 700 000 € sont la réponse à. Il s'agit dans un premier cas de lancer des projets pilotes. Dans un autre cas, c'est de structurellement avoir une unité de place spécialisée. Et vous le savez, Monsieur Dubus, j'ai d'ailleurs avec vous rencontré les responsables. Pour ce faire, l'optique, c'est de négocier une unité spécialisée à partir de l'IT existant pour les commuer en LICA. Ce qui implique deux aspects. Premier aspect, c'est que le fédéral accepte, puisque pour eux, c'est une augmentation dans le coût de couverture de l'ordre d'1,3 million, 1,7 million par an. Et d'autre part, ça implique, c'est vrai, de la COCOM de subvenir au regard de nos compétences au coût d'infrastructure approximativement 300 000 €. Et donc j'ai dit très clairement que la COCOM est prête à s'engager, d'ailleurs. C'est dans notre accord politique. De majorité. Et donc le dossier est en préparation. On va l'introduire au niveau du fédéral et croyez bien que nous allons le défendre pour arriver à nos objectifs. Je vous remercie. Donc j'entends bien qu'il y a, et je traduis vos propos, pour moi, je les prends comme une forme d'engagement ferme d'aboutir à un moment donné, grâce à une négociation. Oui, vous ne pouvez pas nous demander une obligation de résultat dès lors qu'une part importante relève de la décision du fédéral. Il y a une obligation de résultat d'introduire un dossier, il y a une obligation de résultat de défendre ce dossier, et puis nous verrons ce qu'il en sera dans la décision, puisque vous savez que commuer des LIT en LICA représente un surcoût, je l'ai dit, annuel d'1,3 million, 1,7 million pour la sécurité sociale qui reste toujours de compétence fédérale. Ok, donc il y a un engagement de mettre ce sujet, je suppose, lors de la prochaine CIM Santé, par exemple, pour pouvoir avancer. Il faudrait d'abord que l'opérateur, avec nous, finalise son dossier. Ok. Alors,
Nous allons donc poursuivre notre ordre du jour de l'Assemblée réunie. Et donc, nous avons maintenant la discussion générale du projet d'ordonnance. Dus houden de instemming met de overeenkomst met de République Croatie. Et c'est Madame Teitelboom qui est la rapporteuse. Je m'en réfère au rapport écrit, Monsieur le Président. Voilà, Madame. Bravo. La parole est à Monsieur Van Engel. Ça le coup de ma part, ça. Hein? Non, il n'y avait pas d'intervention. Ok, allez. Nous voterons tout à l'heure. Alors, maintenant, nous passons à la discussion générale du projet d'ordonnance qui, lui, concerne l'accord de coopération. C'est en fait la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport. Dus de algemene bespreking is geopend, mais la rapporteuse est Madame Peffa. Oui, Monsieur le Président, je m'en réfère bien évidemment au rapport écrit, d'autant plus qu'il n'y a pas eu énormément d'intervenants dans la discussion. Voilà, c'est un simple. Et Monsieur Van Engel n'a pas de commentaire à faire. Voilà. Alors, ben voilà. On va procéder au vote. Un peu de patience, que tout le monde soit venu en séance. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Catherine Bouchard-Petit. Bien, voilà. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant le vote sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition d'ordonnance qui crée un contrat bruxellois d'intégration civique, dus over het besluit van de commissie. C'est ça, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Le premier. Oui, oui. Oui, on reste en assemblée réunie. On reste en assemblée réunie. Hein. Ah, d'accord.
Il faut faire descendre. On va modifier le tableau de vote alors. On modifie. Voilà, on est en double majorité, c'est bon. Nous étions en assemblée. Oui, c'est très bien. Voilà. Alors, d'accord, oui, il y a double majorité. Alors, nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Ceux qui sont pour le rejet de la proposition votent oui. Hein? Omdat de commissie ja, maar dat is waar, maar dat is nuttig te doen. Dat is nuttig te doen. Alors, voilà. Début du vote. Oui, on y va. Alors, combien sommes-nous? Heeft iedereen gestemd? Ja, mevrouw? Je hebt gestemd? Ja, een korte stemverklaring. Nu, wij zijn tegen de motie om over te gaan van de orde van de dag, omdat we vinden dat er in dit dossier toch wel heel dringend moet in gang getrokken worden, maar we onthouden ons op de inhoud van het voorstel van ordonnantie. Oké, alors, voilà. Résultat du vote, 52 oui, 15 nee, 12 onthoudingen. Oké, dus het besluit van de commissie is aangenomen. Oké. Alors, on continue. Nous sommes maintenant dans le vote sur le projet relatif à l'assentiment de l'accord avec la Croatie. OK. Alors, vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Début du vote. Oui, voilà. 3 nee, 1 onthouding en dus het ontwerp is aangenomen. Alors maintenant, alors maintenant, nous sommes au vote sur le grand accord de coopération relatif à la lutte contre le dopage, dus de strijd tegen de doping in de sport. Nous votons. Début du vote. Alors, voilà une belle unanimité. Oui, enfin, ça jette le soupçon sur des clubs sportifs qui ne pratiquent pas ce genre de choses. Voilà, unanimité, ok, adopté. Voilà. Et donc on a fini avec la commission communautaire. Dus onze vergadering is gesloten voor de Verenigde Vergadering. On revient maintenant au vote du Parlement et j'ouvre donc la séance. Alors, nous avons maintenant dans l'ordre du jour le vote sur les conclusions de la commission
qui concerne la proposition d'ordonnance de Madame le maire, Monsieur De Wolf. Ça vise donc de organisatie en werking van de dienst voor arbeidsbemiddeling. Alors, ceux qui sont pour le rejet de la proposition, blablabla, vous savez quoi. Alors, début du vote. Madame Berthiaud, Madame Berthiaud. Cherchez ce qu'il devait faire. Moi, j'ai d'un Charles. Oui, attends, je vais tendre un piège. Ouais. OK. Donc, le Parlement adopte les conclusions de la Commission. OK. Alors, nous avons la proposition d'ordonnance qui veut... Voorzitter, mag ik kort? Oh, pardon, heel kort. excusez-moi. Wij zijn tegen de orde van de dag, omdat we vinden dat de regering, zoals vanmorgen uitgelegd, hierin verdere stappen moet nemen. We zijn voor de transparantie die ook beoogd wordt, maar we kunnen ons, daarom dat we eigenlijk tegenstemmen en ik ga een verklaring doen. OK, ça va. Pas d'autres prises de parole. Alors, maintenant, nous avons la proposition qui est relative au cadastre des régimes d'emploi. Donc, een kadaster van de stelsels voor de tewerkstelling en gesubsidieerd contractuelen. Début du vote. Heeft iedereen gestemd? Oui, c'est le même chiffre. 55 ja, 55 ja, 23 nee, 2 onthoudingen. OK, les conclusions de la Commission sont approuvées. Alors, nous avons maintenant une proposition d'ordonnance. En dat betreft de oprichting, ja? Technisch probleem? Ja, geen technisch probleem, verkeerd begrepen waarover we aan het stemmen waren. Dus we zouden graag onze... Dat was het spijt mij, meneer de voorzitter. Ja. Dus met de vraag of dat wij onze stem mogen omzetten in een tegenstem. Ik geloof dat de vergissing van een andere kan zo komen, hè? Ja. Nee, dat is meneer De Lille. Meneer De Lille en mevrouw... Non. Stemwijziging tegen. Ja, alle drie tegen. Alle drie. De 3 groenen. De Lille en Maas. En Verstraeten, wat conclusie? Tegenover. De valstrik werkte. Verstraeten. Ah, voilà. Allez, dat verheugt mij. Alors maintenant, nous avons la proposition d'ordonnance qui est relative donc à la création au financement du Fonds économique donc Bruxelles-Image. Alors, début du vote sur les conclusions de la Commission. OK, et donc, voilà. De conclusie van de commissie zijn aangenomen. Alors, maintenant, nous avons le projet d'ordonnance qui instaure le Conseil bruxellois du bien-être des animaux, dus het ontwerp van ordonnantie tot instelling van een Brusselsraad voor dierenwelzijn. Là, nous avons un amendement. L'amendement numéro 1, déposé par Madame Dan. Alors,
nous votons sur cet amendement. Début du vote. Alors, il manque encore rondbreek nog één stemming. Non? Maintenant, c'est bon. Donc, 75 nee. OK. Voilà. Oui, voilà. L'amendement est rejeté. Maintenant, on doit voter sur l'article non amendé. Article 1 non amendé. Début du... Article 3, pardon, c'est vrai. Article 3 non amendé de l'amendement numéro 1. Début du vote. Bon, maintenant sur l'ensemble. Voorzitter? Oké. Voorzitter? Ja, mevrouw. Een kleine stemverklaring om te zeggen dat we ons onthouden, niet omdat we niet tegen deze raad, omdat we tegen deze raad zijn, want we zijn absoluut voor deze raad, maar omdat we de ordonnantie wouden invullen met een minder grote blanco cheque naar de regering toe. OK. Alors maintenant, nous allons voter sur l'article non amendé. Début du vote. On a voté, j'étais distrait. J'étais distrait. C'est sur l'ensemble, je viens de dire sur l'ensemble. Oui, oui. Alors, vote sur l'ensemble. Alors, encore un membre qui n'a pas voté, c'est possible? Voilà. Donc, le Parlement va faire donc sanctionner ce projet par le gouvernement. Alors, maintenant, nous avons la proposition de résolution relative à l'élaboration d'un pacte énergétique, dus betreffende het opmaken van een energiepact. Alors, il n'y a pas d'amendement et donc début du vote. Sur la proposition de résolution relative au pacte énergétique. Oui, oui. Ça va? On y va? Début du vote. Oké. Ja, oké. Dus bij gevolg heeft het parlement het voorstel van resolutie aangenomen. Alors, nous avons maintenant, aan de orde is de naam stemming over het geheel van het voorstel van ordonnantie betreffende dus het probleem van een verhindering van een gemeenteraadslid. Dus il n'y a pas d'amendement. Et donc, la proposition d'ordonnance vous est soumise. OK, début du vote. Oui, oui, c'est un double majorité, mais enfin, on sait. Ça va? OK. Voilà. Alors. Oui, oui, début du vote. Voilà. Oui, voilà. Il vous a dit over le vote. Oui. Vous avez voté en voilà. Voilà, tout est en ordre. Unanimité de septembre. Voilà, c'est fait. Donc, het voorstel is aangenomen. Oui, met unanimiteit. Alors, nous avons maintenant le vote sur la proposition d'ordonnance.
in verband met de benoeming van het onderwijzend personeel. Voilà. C'est aussi un vote à double majorité. Ok, proposition. Début du vote, c'est parti. Oui, quelqu'un se joint à nous visiblement. Voilà. Ok. Et voilà. Justification, ja. Ja, ik wil toch nog eens heel duidelijk aan iedereen zeggen dat er hier echt wel een tegenstrijdigheid is tussen deze ordonnantie en het Vlaams decreet. Het is heel jammer dat in de toelichting er enkel verwezen wordt naar een decreet van de Franse gemeenschap, daar waar het ook gaat om het Nederlandstalig onderwijs. Het Vlaams decreet waarmee dat deze ordonnantie in strijd is wel, daar werd wel een advies van de Raad van State gevraagd, waarbij dat er niet gezegd werd dat Vlaanderen niet bevoegd was. Dus er zijn heel veel twijfels, niet alleen heb je die tegenstrijdigheid, maar je kan je gewoon afvragen of dat Brussel hiervoor wel bevoegd is. Vandaar dat wij tegenstemmen. Oké. Tegen, hè? Tegen. Onthouding of tegen? Ok. Voilà. Voilà. Donc le Parlement adopte la proposition et nous en avons fini. Donc la séance plénière est close. De vergadering is gesloten. Agréable weekend, aangenaam weekend.